Les variable annuities, c'est un instrument ou disons une génération de produits retraite qui est là depuis un petit moment, effectivement. Je vais présenter quelques slides sur, disons, les extrapolations potentielles du montant des produits qu'on peut imaginer en Europe. Je vais commencer simplement par dire que généralement quand on parle de variable annuities à des assureurs français, ils ont un petit mouvement de recul parce que pour eux c'est un produit d'abord nord-américain avec un certain nombre d'options qui peut effrayer au premier abord. En réalité, c'est simplement un produit de retraite et un produit de prévoyance qui, disons, combine les différentes parties de la vie, une partie dans laquelle on va accumuler de la capacité d'épargne et une partie dans laquelle on va avoir tendance à avoir besoin de cette épargne pour améliorer notre revenu. Donc, à ce sens-là, il est clair que les variable annuities, ou peu importe la façon dont on trouvera une meilleure dénomination marketing en Europe, sont quelque chose qu'il faut suivre de façon extrêmement précise. Quelques chiffres en fait qui ont été mis ensemble par Watson White, le consultant sur ce type de produits et les problèmes de pension notamment. Voyez qu'on a des montants. Alors c'était prévu un petit peu avant la crise, donc on peut revoir un petit peu la fourchette. On est peut-être un petit peu plus en bas de la fourchette qu'en aujourd'hui, mais peu importe. On est en phase de montants prévus sur, disons, la capacité du marché en variable annuities qui est extrêmement important puisqu'à l'horizon 2020, Watson White prévoyait entre 2 milliards 20 et 640 milliards de distribution de variable annuities sur le marché européen. Quelques exemples ici de produits qui ont été déjà distribués par un certain nombre de nos confrères ici, assureurs ici présents ou d'autres en Europe. Vous voyez qu'il y a déjà eu une certaine, disons, expérience sur le sujet européen. Évidemment, les deux grands marchés principaux aujourd'hui sont les marchés américains et asiatiques, notamment japonais, où les variable annuities sont un produit mûr. C'est un produit qui sont passés à travers un cycle de vie total, j'allais dire, et sur lequel le succès ne se dément pas. C'est notamment un des rares produits pour lequel, disons, la valeur pour l'assuré a été parfois significativement plus important que la valeur pour l'assureur du fait de la protection qu'il a permis pendant la crise au coût parfois des assureurs qui avaient gardé une partie du risque et pas externalisé la totalité des risques vers les partenaires de marché. Alors, je ne vais pas vous rentrer en détail dans tout le jargon des variable annuities. Je pense qu'il serait bon notamment d'en recréer un, je suis certain qu'on sera très fort pour ça ici en France, recréer un jargon spécifique pour les variable annuities telles qu'elles vont se développer en France. Mais l'idée générale, j'ai déjà cité, l'idée générale c'est quoi? C'est d'avoir un produit dans lequel on a toute la flexibilité des unités de compte, c'est-à-dire je suis capable de choisir sur quel sous-jacent j'ai envie d'investir à un moment donné, si j'ai envie d'avoir plus d'actions, plus d'obligations, éventuellement de passer d'un fonds à l'autre. Donc le côté, disons, multigestion qu'on peut retrouver dans de nombreux produits de type unité de compte, tout en ayant en même temps le bénéfice qu'on a dans les produits en euros traditionnels, tels qu'on les connaît en France, ou les with profit policies tels qu'on les connaît plus généralement en Europe, c'est-à-dire des produits avec des garanties, notamment des garanties de capital, alors partielles ou totales, éventuellement des garanties de rendement, et des garanties qui peuvent s'appliquer tout au long de la vie, c'est-à-dire une garantie sur la période d'accumulation, sur la période
d'épargne en fait, et une garantie qui peut être une garantie sur la période de décumulation, sur la période de revenus durant la retraite. Ça, c'est la partie, j'allais dire, garantie financière, mais en réalité, il y a un certain nombre de garanties qui sont associées, c'est ça qui en fait un produit d'assurance aux variable annuities, les garanties de type vie, et notamment si on parle de produits de revenus, on va distribuer un revenu minimum pendant toute la vie de l'assuré. Évidemment, l'assureur va à ce moment-là prendre un risque de longévité, le risque que l'assuré vive plus longtemps que prévu et que pendant plus longtemps que prévu, on doit lui servir un coupon significatif. Le type de risque, je vais peut-être passer rapidement sur ce slide, mais le type de risque qu'on a sur les variable annuities, ce n'est pas simplement du risque de marché ou du risque actuariel, est-ce qu'on va vivre plus ou moins longtemps. C'est souvent tel qu'ils ont, les variable annuities ont été dessinés aux États-Unis notamment, et en Asie, souvent des risques comportementaux sur l'assuré lui-même, avec des risques de type qu'est-ce qui se passe si on a un produit multipremium où on cotise un petit peu tous les mois et puis qu'on s'arrête de cotiser, alors même que l'assureur, lui, avait prévu une couverture à beaucoup plus long terme. Des risques de type qu'est-ce qui se passe si on avait prévu qu'en règle générale, les assurés auraient tel type d'allocation, mais que soudainement, on leur a laissé la flexibilité de l'allocation et qui change complètement de type d'allocation en cours de vie sur un mode d'allocation qui n'était pas prévu ou qui n'est pas forcément logique d'un point de vue financier. Et tout ça mêlé avec des risques plus classiques qui sont les risques financiers et actuariels. Si on passe sur le slide suivant, voilà, on a les principaux risques, risque de marché, risque actuariel et du risque de comportement des assurés. Et c'est ces risques-là qu'il faut gérer de façon efficace quand on veut offrir des variable annuities. Alors justement, la partie suivante, pardon, voilà, on va s'arrêter là une seconde. Ici, je présente simplement un petit aperçu de la typologie de risque qu'il faut couvrir uniquement sur la partie financière. En réalité, le parcours de Laurent nous le témoigne, en réalité, couvrir des variable annuities, si on veut le faire complètement en interne, pour l'assureur, c'est gérer un espèce de méga desk exotique tel qu'il en existe dans les banques, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur, suivant les typologies de produits. Et encore que, chez nous, banquiers, on a tendance à faire des produits exotiques ou des desks exotiques séparés par classe d'actifs. La classe d'actifs taux, la classe d'actifs crédit, la classe d'actifs actions. On mêle un petit peu parfois ces classes d'actifs, mais généralement, l'exoticité reste dans une classe d'actifs. Et je ne parle pas de la partie actuarielle et comportementale. Ici, la gestion d'une variable annuities, d'un point de vue assureur, c'est gérer un desk exotique sur l'ensemble des classes d'actifs en même temps, avec d'autres facteurs qui ne sont pas financiers. Donc là, je cite quelques cas, mais effectivement, vous avez des risques de convexité, autrement dit risque de gamma, des risques de volatilité, risque de Vega, c'est-à-dire des risques que tout d'un coup, on a vendu de l'option à ses clients, la volatilité explose sur le marché alors même qu'on ne s'était pas complètement couverte et au moment où on veut se couvrir, le prix n'est plus du tout le même par rapport à celui auquel on l'a vendu à ses clients, etc. etc. Donc, cette gestion du risque, c'est un élément clé et c'est intéressant de voir comment ça s'est passé pendant la crise, donc comment ces variable annuities ont vécu entre 2007 et 2006 pour voir quelle génération de produits, puisqu'on a la chance d'être au tout début de ces produits en Europe, quelle génération de produits on va offrir à nos clients, puisque les assurés, eux, ont un vrai intérêt à avoir ce type de produit comme offre. Il faut donc qu'on sache les gérer de façon la plus efficace possible.
Une petite illustration effectivement voilà, les différents risques qu'il faut savoir gérer, un petit peu jongler de façon efficace. Alors, les typologies de gestion de risque, on a plusieurs typologies de gestion de risque. On peut, comme certains produits traditionnels de type fonds en euros, contrats en euros, ou certaines with profit policy avec des garanties de rendement minimum, on peut simplement, première gestion de risque, s'asseoir sur le risque et puis attendre que ça passe, en espérant que sur le long terme, les rendements minimums soient effectivement atteints avec notre portefeuille. Bon, ça a un certain nombre d'avantages. Un des avantages, c'est que du coup, si on n'a pas de couverture, il n'y a pas d'asymétrie comptable entre le passif et l'actif. Bon, évidemment, les avantages qu'on peut avoir, c'est que le jour où on a une mauvaise surprise, ça peut faire assez mal. La deuxième façon de faire, c'est plutôt du risque dynamique. Le risque dynamique, de la gestion de risque dynamique, c'est exactement ce que je revenais à dire tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion exotique du risque, avec du delta hedging, gamma hedging, vega hedging, on peut faire tous les GRICS comme ça. Généralement, la plupart des assureurs qui vendaient des variables annuités ont traditionnellement, pour l'essentiel, fait du delta hedging, c'est-à-dire ce sont pas forcément complètement couverts sur la partie volatilité. Et on montrera quelques exemples. Du coup, l'expérience a montré que ce n'est pas évident et que sans doute, pour le moins, faut-il pricer la volatilité ou les options à l'intérieur des variables annuity de façon cohérente avec le marché. Et enfin, la dernière façon, c'est de hedger complètement le risque hybride avec une banque, par exemple, d'externaliser l'ensemble du risque. Mais à ce moment-là, si le produit qu'on a dessiné est très complexe, on va le hedger de façon très spécifique avec une contrepartie particulière. C'est parfait. Le seul problème qu'on peut avoir avec ça, c'est un problème de liquidité sur la couverture, parce que si on hedge quelque chose de très très bespoke, évidemment on perd en termes de liquidité sur la couverture. Par contre, on gagne en termes d'efficacité, Solvency 2, etc. Quelques exemples, je vais passer rapidement sur les typologies de hedge aux US il y a quelques années. Et si on passe encore, voilà, ici simplement j'illustrais alors de façon quotidienne et de façon mensuelle le résultat de quelques stratégies de couverture en considérant le risque financier et le risque de marché uniquement. On a une stratégie de delta hedging pure. Delta hedging, c'est quoi? C'est à chaque fois que le marché bouge un petit peu, j'ai vendu une option moi-même à mon client. À chaque fois que le marché bouge un petit peu, je vais racheter ou revendre une exposition sur le marché, actions, obligataires, etc., sans avoir moi-même acheté d'options. Donc je fais une stratégie de réplication d'options qui va être gagnante quand la volatilité réalisée sur les marchés est faible, qui va tendance à être perdante quand la volatilité réalisée sur le marché est forte. Donc qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est la ligne, disons, qui est la plus basse sur la fin de la période. Évidemment, quand les périodes de volatilité réalisées sont très fortes, telles que entre 2007 et 2010, eh bien, les stratégies de delta hedging ont été extrêmement coûteuses pour les raisons que j'évoquais, volatilité réalisée très importante, mais en plus, au-delà de la volatilité réalisée très importante, vient se rajouter la perte de liquidité au moment où on en a plus de besoin, c'est-à-dire au moment où on est obligé de façon quotidienne de réajuster ses couvertures pour continuer à répliquer son profil d'option. Ça devient de plus en plus difficile et on a tendance à payer de plus en plus de marge dans le marché, donc de plus en plus coûteux. Les autres stratégies, c'est de couvrir la partie optionnelle avec du gamma simplement, gamma vega, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est plus efficace, sauf qu'au départ, c'est plus coûteux, et donc on a intérêt à transférer la totalité du prix optionnel vers le client. Le slide suivant, je ne vais pas le commenter, simplement c'est la même chose, mais en stratégie mensuelle. Quand on fait la stratégie dynamique, il faut aussi se poser la question de savoir à quelle fréquence on va le couvrir. La partie suivante, c'est, disons, les leçons à tirer.
Les leçons à tirer pour imaginer ce que pourraient être les futures variable annuities, et notamment en Europe. La première leçon à tirer, il me semble, c'est d'essayer de séparer les risques le plus possible pour les couvrir séparément. Il y a un marché naissant du risque de la couverture et du risque de longévité. Il y a un marché mature et large sur les facteurs de risque financier. Donc, en séparant les risques correctement, risques actuariels et risques financiers, on est capable de mieux les hedger. Mais ça veut dire que dès le départ, dans la conception du produit, il faut qu'on soit capable de les séparer correctement et de pouvoir, à ce moment-là, les gérer correctement séparément. L'assureur aura tendance à garder le risque actuariel, c'est réellement son métier, ainsi qu'un certain nombre de risques liés au comportement des assurés. Et puis, il pourra se retourner dans le marché pour transférer à des gens dont, disons, c'est plus la raison d'être au quotidien, notamment les banques, le risque de marché. Enfin, dans le design proprement dit du produit, on peut imaginer deux grandes familles, en tout cas telles nous on les imagine chez Barclays. Pour commencer, si on veut commencer doucement, en apprenant, il y a une première famille qui est ce qu'on appelle les micro-CPPI. C'est quoi? On applique le principe de CPPI, c'est-à-dire de principe de construction d'un produit à capital protégé, dont le risque de volatilité est en partie transféré vers l'assuré lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a un risque dans ces CPPI que si les marchés soient très volatiles, on va se retrouver avec une allocation qui est uniquement une allocation obligataire, dans laquelle, après, on aura du mal à sortir. Ça, c'est l'inconvénient des CPPI. L'avantage des CPPI, c'est que, du coup, le risque optionnel, le prix de l'option n'est pas payé par l'assuré, puisqu'il garde ce risque optionnel, et que de ce fait, on peut lui offrir des choses beaucoup plus flexibles, et notamment quand on le fait au niveau micro, au niveau de l'individu, on va pouvoir lui offrir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui existait jusqu'à présent aux États-Unis et en Asie, notamment le choix des sous-jacents, le passage d'un sous-jacent à l'autre, le choix de l'allocation variable à travers la vie, etc., etc. Et puis le deuxième typologie de produit, que chez nous on a appelé Regatta, mais peu importe, l'idée c'est de faire des produits qui sont peut-être un peu moins flexibles pour le coup, mais avec une approche plus optionnelle, dans lequel on a moins ce risque de deleverage pour le client, mais qui combine des risques simples avec des features intéressants de type exposition à l'inflation, donc protection contre l'inflation pour l'assuré, exposition au marché à actions tout en protégeant le capital et protection des revenus de retraite. Voilà, j'ai quelques slides illustratifs, mais je vais les passer rapidement pour illustrer le micro-CPPI. Le micro-CPPI, c'est vraiment ce concept de je fais du CPPI pour ceux qui sont familiers avec l'idée, c'est-à-dire de la couverture en capital protégé, de la couverture dynamique en capital protégé, mais cette stratégie de réplication d'options, en fait, où je vais avoir une allocation variable en fonction du risque, cette stratégie de réplication, elle est faite au niveau de l'individu, et de ce fait, on va pouvoir lui donner la totalité de la flexibilité en termes du choix du sous-jacent. Et page suivante, il y a une illustration de la flexibilité tout au long de la vie de l'assuré, encore une fois au niveau individuel. Alors là, comme Laurent le citait tout à l'heure, ça demande évidemment, et c'est là, nous, ce qu'on souhaite offrir en tant que banque, mais ce qui est important de construire au niveau de l'assureur aussi, c'est la micro-gestion, cette capacité opérationnelle à comprendre à tout moment quelle est l'exposition en risque de chaque individu par rapport au contrat qu'il a choisi. La partie suivante, c'est simplement une illustration d'une autre stratégie. Je parlais de stratégie de séparation des risques
pour dessiner des produits plus efficients ou des produits qui nous permettent de se lancer sur le marché des variable annuities pour les assureurs qui n'auraient pas encore, disons, la totalité de la batterie de savoir-faire qui a été développée par d'autres aux États-Unis et en Europe. Une stratégie intéressante, c'est les stratégies de contrôle de volatilité. Alors, effectivement, si vous voulez, il y a une partie de la gestion du risque qui est remise à l'intérieur du fonds ou à l'intérieur du sous-jacent, mais l'intérêt, du coup, c'est qu'on peut construire des choses beaucoup plus flexibles parce qu'avec des stratégies de type contrôle de volatilité, on a des prix d'options qui sont extrêmement stables à travers le temps. Et de ce fait, on va pouvoir construire des produits multi-premium, des produits avec du risque comportemental de type, disons, lapse ou fin des paiements de premium, etc., qui sont beaucoup mieux gérés et beaucoup plus faciles à gérer et sur lesquels l'exposition au marché pour l'assureur est moins importante. Du coup, on va pouvoir se focaliser sur ce qui est plus important pour l'assureur, notamment la gestion comportementale, la gestion actuarielle et la distribution et le design du produit efficient pour les besoins des assurés.